Je pense que ce qui était très frappant dans le mouvement des Gilets jaunes, quand il a surgi, je parle bien du début de ce mouvement, c'est-à-dire quand il rassemblait des gens extrêmement différents, des artisans, des petits commerçants, des mères, des mères célibataires, des petits patrons de PME. À ce moment-là, il a suscité une violence extraordinaire. Alors après, il y a eu de la violence de la part des Gilets jaunes, très rapidement d'ailleurs, en effet, l'expression d'une colère éruptive, qui a été une colère et une violence qui ont été immédiatement récupérées, d'abord un peu par l'extrême droite, puis surtout par l'extrême gauche, qui a totalement tordu le mouvement. Au moment d'ailleurs où en fait les vrais gilets jaunes, ceux du début, étaient rentrés chez eux parce qu'il fallait bien qu'ils bossent. Et là, il n'y avait plus que autre chose, on va dire, une forme de radicalité très différente. Mais le début du mouvement a suscité de la part de certains observateurs des réactions que j'ai trouvées extrêmement significatives et assez effarantes, auxquelles je ne m'attendais pas. C'est-à-dire, bon, que le pouvoir politique parle de peste brune, de factieux, c'était déjà assez délirant, c'est quand même d'une violence totalement dingue. Mais que des commentateurs parlent de beaufs, d'abrutis, là, franchement, on peut dire que des gens qui se présentent comme modérés, qui essayent de faire croire qu'ils sont modérés parce qu'ils sont au centre de l'échiquier politique, ont montré qu'ils étaient en fait des radicaux. Qu'ils avaient cette radicalité totale de ceux qui défendent becs et ongles un système et qui ne supportent pas la contestation de ce système. C'est ça qui s'est passé. Et en cela, le mouvement des Gilets jaunes a fait voler en éclats cette fausse image de modération bienveillante que certains voulaient se donner. Alors, ce mouvement, en fait, venait de très loin. C'est-à-dire que ce mouvement est l'aboutissement de ce qu'on peut définir comme le cycle néolibéral qui s'est ouvert donc au tournant des années 1970 et ce qui a abouti à la destruction d'abord des classes populaires puis des classes moyennes des pays occidentaux. Et c'est la conséquence de tout cela qu'on a vu avec les Gilets jaunes, c'est-à-dire l'exaspération de gens qui sont les victimes de ce système. C'est d'ailleurs pour ça que si rien n'est fait, si ce système n'est pas mis à bas, eh bien, ça ressurgira. Alors, pas sous la même forme. Personne n'avait prévu les gilets jaunes, personne ne peut prévoir la forme que prendra la colère la prochaine fois. Mais elle ne peut que ressurgir parce qu'elle est la conséquence d'une souffrance profonde qui est celle des victimes du système néolibéral, c'est-à-dire du système de division mondiale du travail, de libre-échange généralisé et de destruction des sociétés par cette atomisation que nous voyons aujourd'hui. Je pense qu'il y a un problème très français qui vient se greffer sur une crise qui touche tous les pays occidentaux. C'est-à-dire, le néolibéralisme a déstructuré les sociétés et dans le cadre français, ce néolibéralisme peut s'imposer politiquement grâce aux institutions de la Ve République qui, peu à peu, ont été transformées par la pratique, notamment avec des cohabitations qui en fait faisaient oublier le fait que cette constitution de 1958 était fondée sur la notion de légitimité et que le président de la République avait certes des pouvoirs immenses, mais devait en permanence vérifier sa propre légitimité par le vote et notamment par le référendum. Et petit à petit, des révisions constitutionnelles, le quinquennat, il faut se souvenir quand même que le quinquennat nous a été vendu à l'époque, l'argument c'est que c'était moderne. On ne pouvait pas être contre, sinon on était ringard, c'était moderne. Bon, le quinquennat, l'inversion du calendrier, le fait que surtout le calendrier, le mandat présidentiel coïncide avec le mandat législatif, a détruit petit à petit ce qui dans cette constitution constituait des contre-pouvoirs. Il n'y a plus de contre-pouvoirs. Vous ajoutez à ça le fait majoritaire, qui fait qu'un parti comme La République En Marche, qui a obtenu, à cause de l'abstention, 14,5% des inscrits au premier tour des législatives de 2017, peut obtenir 350 députés. Bon, c'est une aberration. D'un point de vue démocratique, c'est une aberration. Alors ça ne veut pas dire que la proportionnelle va tout régler. La proportionnelle, c'est une des réponses à un moment donné, qui obligerait peut-être à créer un peu de compromis politique, alors que la pratique du pouvoir telle qu'elle a été mise en place par Emmanuel Macron et La République En Marche, ça a été systématiquement d'humilier les oppositions, de ne pas les écouter, même quand elles avaient des propositions constructives. Alors, après, ça révèle
de toute façon un problème qui est plus profond, qui est une crise de la représentation, c'est-à-dire, et qui peut se caractériser par deux éléments. D'abord, il y a un phénomène qui est un phénomène, j'allais dire, plus sociologique et commun, là aussi, à tous les pays occidentaux. C'est cette forme d'individualisme qui fait que la représentation est plus difficile parce que chacun a tendance à considérer que ne peut le représenter que quelqu'un qui est son semblable. C'est le mouvement identitaire que nous voyons aujourd'hui qui fait qu'on considère qu'il faut être un acteur noir pour jouer un noir, un acteur homosexuel pour jouer un homosexuel. Et bien c'est pareil en politique, c'est-à-dire que vous ne pouvez représenter les femmes que si vous êtes une femme. Donc ce qui disparaît, c'est l'universalisme, c'est-à-dire l'idée que rien de ce qui est humain ne nous est étranger, et que donc les problèmes, par exemple de certaines minorités, de certains types sociaux, peuvent me concerner et que je peux les comprendre même si je ne suis pas semblable. Mais ça, c'est une des dimensions du problème. À cela vient s'ajouter quelque chose de plus important sans doute, qui est le fait que si vous n'avez pas de renouvellement des élites, c'est-à-dire si l'ascenseur social est totalement bloqué, vous sélectionnez les représentants toujours dans la même classe sociale. Et du coup, vous vous retrouvez avec une classe de représentants qui défend ses propres intérêts et non pas les intérêts du peuple, les intérêts de la totalité de la communauté nationale. Et ça finit par éclater, bien, par exemple, quand vous avez 90% des députés qui votent un traité qui a pourtant été rejeté par 55% des Français, c'est le traité constitutionnel de 2005. Donc ça veut dire qu'il y a un décalage entre les représentants et les représentés, et le fondement de la démocratie, c'est que un citoyen, c'est quelqu'un qui peut potentiellement gouverner. C'est la définition qu'en donne Aristote. C'est pas seulement quelqu'un qui vote pour des représentants, c'est quelqu'un qui pourrait être parmi les gouvernants. Or aujourd'hui, vous avez 95% des Français qui se disent que jamais ils ne pourront être parmi les gouvernants. Et ils peuvent éventuellement avoir l'impression qu'ils pourront être dans des instances municipales, mais même ça, vous avez une technocratie qui vous explique que justement il y en a trop, que 36 000 communes c'est ringard, etc. Il vaut mieux rassembler tout ça. C'est-à-dire que tout ce qui raccroche les citoyens à la vie publique, à la chose publique, petit à petit, on le détruit. C'est-à-dire qu'on est en train de détruire en fait l'idée même de république, et la possibilité pour les citoyens de se sentir décisionnaires, de sentir qu'ils ont une prise sur leur destin. Il ne faut pas s'étonner ensuite que ça bloque. Tout le problème de la Convention citoyenne sur le climat, c'est le fait que n'a pas été résolue la contradiction qu'il peut y avoir entre démocratie représentative et démocratie directe. C'est-à-dire qu'en gros, Emmanuel Macron sort ça de son chapeau comme une carte dans son jeu pour répondre aux gilets jaunes, pour couper l'herbe sous le pied à cette demande de démocratie directe. C'est en effet un instrument intéressant, hein. Le tirage au sort, oui, ça peut être intéressant pour contrer la confiscation de la représentation par une classe sociale, bien entendu, pour réintroduire de la diversité et redonner à chacun l'impression qu'il va pouvoir être parmi les décideurs. Mais si le résultat, c'est que chaque demande de cette convention est détricotée savamment par les ministres et n'aboutit à rien, et qu'on s'assied dessus, on ne voit pas l'intérêt. Et alors, pire que ça, il y a ensuite le comité pour la vaccination, où là, on tire au sort aussi des citoyens, et pour on ne sait pas quoi. On ne sait pas à quoi ils vont servir, ils vont regarder. Donc tout ça est absurde et c'est de la communication politique. En revanche, l'idée d'introduire du référendum et surtout de faciliter la possibilité pour les citoyens de se saisir de ce référendum, ça c'est une bonne idée. On a vu à quel point il y avait une demande, c'est-à-dire que le référendum, par exemple, le référendum d'initiative, quel est le RIP pour ADP, malgré l'espèce d'étouffoir médiatique qu'il y a eu, a quand même révélé qu'une grande partie des Français ne voulaient pas
de cette privatisation d'ADP. Et ce référendum n'a évidemment pas obtenu les 4 700 000 voix qui étaient nécessaires, parce que de toute façon, le RIP a été pensé pour ne pas être utilisé, mais n'empêche que des citoyens se sont saisis de cela. Donc ça veut dire qu'il y a une demande. On voit l'exemple suisse, par exemple, est un autre élément qui devrait nous faire réfléchir, c'est-à-dire que le discours qui consiste à dire la démocratie directe bloquerait totalement les institutions, c'est impensable, on ferait des référendums sur tout et n'importe quoi. Dans une société où il y a une culture démocratique, où tout cela relève on va dire, de l'habitude, eh bien vous avez une forme de rationalité assez intéressante, et vous avez des citoyens tout à fait mesurés qui utilisent ce référendum pour des choses qui sont parfois surprenantes pour nous. C'est-à-dire que quand vous avez en Suisse un vote sur la souveraineté alimentaire, quand vous avez en Suisse un vote sur la question de savoir si on a le droit de vendre des armes à un pays qui les utilise contre une population civile, moi je trouve ça très intéressant. Donc il va falloir explorer tout ça. En revanche, ça ne va pas tout résoudre par magie, parce que justement ce qui marche en Suisse, c'est la culture démocratique. C'est le fait que les Suisses sont habitués à ça depuis des décennies, alors que ce dont nous souffrons en France, c'est justement petit à petit la disparition de cette culture démocratique, le fait que vous avez des pans entiers de la population qui ont cessé de se sentir citoyens. Ils ne votent plus, c'est-à-dire qu'on aboutit en fait à une démocratie représentative qui est un suffrage universel censitaire, puisque les plus pauvres, on les a dégoûtés du vote, ils ne votent plus. Donc tout ça va devoir être repensé, c'est un processus complexe et ce ne sera pas magique en effet. Disons que dans le pays de Descartes, penser que le bon sens ne serait pas la chose du monde la mieux partagée, ce serait dommage. Mais de fait, là aussi, il faut se demander ce qu'on entend par là. C'est-à-dire que si le bon sens, c'est le réflexe qui consiste à dire, par exemple, en pleine pandémie, on a besoin de tests, on n'a pas assez de gens pour tester, les laboratoires vétérinaires savent le faire puisqu'ils le pratiquent en permanence, demandons-leur de le faire. Ça, en effet, ça me semble du bon sens. Ça va contre les normes administratives françaises, et il a fallu un temps infini pour que l'administration française accepte les propositions des laboratoires vétérinaires qui disaient « mais nous savons faire ». Donc là, oui, on peut réhabiliter la notion de bon sens face à une espèce de bêtise administrative totalement effarante. En revanche, cette question du bon sens, elle doit nous amener à nous poser la question de l'usage de la rationalité par les citoyens. Parce qu'en fait, c'est ça, le bon sens. Le bon sens, c'est, si on veut simplifier, l'idée que nous sommes tous doués de raison. Nous pouvons utiliser cette raison universelle que nous avons en partage pour délibérer. C'est le fondement de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie si on ne postule pas le fait que chaque être humain est doué de raison. Et que c'est pour ça que nous allons pouvoir nous mettre d'accord, notamment sur les faits, et à partir de là, débattre des choix. Or, toute la question, c'est de savoir si la raison est réellement cultivée chez les êtres humains. Et je pense que là où nous sommes en danger, c'est du fait de la destruction de l'école républicaine, qui justement doit faire naître chez chaque individu la raison, la logique, le recul nécessaire, la capacité à ne pas dépendre d'autrui pour son jugement, donc les savoirs nécessaires pour être indépendant intellectuellement, pour être doué de libre arbitre. Là, le système médiatique fondé sur le spectacle est aussi en train d'attaquer petit à petit ce bon sens en ne cultivant que les pulsions, la facilité, les réactions. Donc est-ce qu'on n'est pas en train petit à petit d'abîmer la possibilité même pour les individus, pour les gens, d'être des citoyens autonomes, responsables, doués de libre arbitre. C'est là aussi où il faut réfléchir. Encore une fois, la démocratie, c'est une culture, c'est pas juste des institutions, c'est pas le fait de voter ou d'avoir la liberté d'expression. C'est aussi cette possibilité pour chacun de débattre posément, calmement, de manière civilisée avec autrui, en se mettant d'accord sur des faits. Or, on voit bien qu'on n'est plus capable de se mettre d'accord sur des faits. Quand vous avez des gens qui, au nom de leur identité, font prévaloir leur subjectivité sur le réel,
quand vous avez des gens qui vous expliquent que s'ils ont été choqués par quelque chose, s'ils se sont sentis discriminés ou agressés, peu importe s'ils ont réellement été agressés ou discriminés, ce qui compte c'est leur subjectivité. On n'est plus d'accord sur le réel. Ça, je pense que c'est une perte de bon sens et que c'est en train de détruire aussi la possibilité du débat démocratique. C'est quelque chose de profondément pernicieux, je dirais. C'est d'ailleurs pour ça que Marianne a publié il y a quelque temps une enquête sur McKinsey, parce que justement c'est un sujet que je voulais explorer depuis très très longtemps. Ça fait en fait depuis mon arrivée à Marianne que je demandais une enquête sur McKinsey, parce que ces gens-là s'infiltrent partout, et en fait c'est une forme de normalisation, d'uniformisation de toutes les politiques publiques qui empêche très concrètement la démocratie de s'exercer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous considérez qu'il y a une bonne gouvernance et qu'il n'y a qu'une seule façon de mener les politiques publiques, je ne sais même pas pourquoi on vote et pourquoi on demande leur avis aux citoyens, c'est pas la peine. Puisqu'il y a des types qui sont des experts et qui ont décidé que c'était comme ça qu'il fallait faire. Avec en plus une dimension de soft power extrêmement importante, puisque on est bien d'accord que un cabinet comme McKinsey est américain et qu'il exporte partout dans le monde une vision qui est une vision proprement anglo-saxonne des rapports sociaux et politiques. Et aujourd'hui, ça fait 40 ans que ce soft power s'installe. McKinsey, par exemple, en gros, détermine à peu près tout choix, par exemple, de fusion d'entreprises, de politique publique en Allemagne, en Grande-Bretagne. C'est assez hallucinant le taux d'infiltration de ces cabinets de conseil. Et ces gens-là, en fait, en gros, se foutent totalement de savoir ce que veulent les peuples, évidemment. Leur rôle, c'est d'expliquer comment on va racler quelques postes pour permettre d'être plus efficient, c'est-à-dire de dépenser moins d'argent et de produire en gros de l'efficacité. Ce qui d'ailleurs reste encore à prouver, hein, parce que les résultats sont absolument calamiteux. Chose très intéressante, et qui m'avait mise sur la piste de ça, c'était le fait que McKinsey, par exemple, détermine aussi les politiques éducatives. C'est-à-dire que ça fait des années que je vois ça. Les enquêtes PISA, qui sont des enquêtes internationales sur les compétences des enfants de 15 ans dans les pays de l'OCDE, ont permis certes de montrer que l'école française était dans un état catastrophique, c'est-à-dire alors qu'avant il fallait croire sur sa bonne foi le ministère de l'Éducation nationale ou les idéologues qui expliquaient que le niveau montait. Bon, on avait juste une vague idée que c'était pas tout à fait vrai, mais le niveau montait. PISA a prouvé que c'était totalement faux. Sauf que les enquêtes PISA, elles sont assorties derrière, elles sont utilisées par McKinsey pour produire des recommandations sur les systèmes scolaires. Et ces recommandations vont dans quel sens ? En fait, ça fait des années que ça s'instaure dans l'éducation nationale, le remplacement des savoirs par les compétences. C'est-à-dire que le but maintenant de l'école, c'est d'évaluer les compétences des élèves et de faire surgir ces compétences. Ça a été d'ailleurs promu aussi bien par les gouvernements de gauche que par les gouvernements de droite, parce que c'est la modernité. Mais le terme compétence, il vient du management, il vient de la formation professionnelle. Et en fait, on voit comment, à travers ça, on détruit l'idéal de l'école républicaine qui était la transmission de savoirs universels qui vont permettre d'émanciper les individus, et donc parce qu'ils sont des hommes libres, ils pourront agir en citoyens. Et puis, l'école républicaine, c'est aussi le creuset de la nation, c'est-à-dire qu'on leur transmet l'héritage commun qui fera d'eux des citoyens de telle nation. C'est ça l'idée, donc des citoyens français. Eh bien, on remplace ça par l'idée que nous avons tous un capital humain et que ce capital humain, nous devons le faire fructifier. Et que, donc, l'éducation, c'est une manière de préparer l'efficacité économique dans un grand marché global unifié. Donc c'est pas la peine d'avoir des systèmes éducatifs différents. Tout le monde doit avoir le même, puisque le but, c'est, dans ce grand marché global, d'être compétitif. D'ailleurs, chaque individu est en fait en compétition avec les autres.
Et d'ailleurs, je me souviens d'un think tank d'entreprises européennes, la table ronde des entreprises européennes, qui avait sorti un rapport en 1995 avec cette phrase magnifique: l'éducation doit être considérée comme un service rendu aux entreprises. Voilà. Et en fait, cette idéologie-là s'est infiltrée partout, grâce notamment au règne de ces cabinets de conseil, qui permet à des gouvernements de dégraisser sans assumer la responsabilité, parce que c'est pas nous, c'est le cabinet de conseil qui a conseillé. Vous voyez, donc on est dans la destruction systématique du principe même de la démocratie, c'est-à-dire que les peuples sont souverains et décident par eux-mêmes des politiques qui sont menées. Là, il n'y a plus d'autres politiques possibles, il n'y a pas d'alternative. Alors, cette idée de la gouvernance par les nombres, elle vient de l'idéologie de performance qui petit à petit s'est insinuée dans à peu près tous les pays occidentaux et dans chaque domaine de la société, des sociétés humaines. Et je pense que c'est lié à ce que j'ai appelé le cycle néolibéral. C'est-à-dire que les économistes qui ont voulu, notamment à travers l'école de Chicago, qui ont voulu reprendre la main à ce moment-là et revenir sur toutes les concessions que le système capitaliste avait dû faire au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ont fait valoir l'idée que l'économie était une science dure, au même titre que la physique. Donc en gros, les lois de l'économie, c'est comme la loi universelle, la loi de la gravitation universelle, ça ne se discute pas. Donc il y aurait des règles économiques, notamment par exemple le fait que le libre-échange ce serait bénéfique. Or c'est pas vrai. Si on étudie, on comprend, si on étudie l'histoire humaine, on comprend que le libre-échange n'est bénéfique qu'entre des zones économiques qui sont équivalentes. Et où là, ça peut apporter de la croissance des deux côtés. Quand vous avez un déséquilibre, le libre-échange creuse le déséquilibre. Et d'ailleurs, le traité de libre-échange sur le textile entre la Grande-Bretagne et la France, 3 ans avant la Révolution française, explique peut-être aussi une part des désordres qui ont abouti à la révolte et à la révolution. Donc on voit à quel point ces règles économiques sont parfaitement discutables. Eh bien non, l'idée du néolibéralisme, c'est qu'on ne les discute pas. Donc si on ne les discute pas, si ce sont des lois universelles, en effet, elles sortent du champ politique. Vous ne débattez pas de la loi de la gravitation universelle, vous l'admettez. Et là, c'est pareil. Donc en fait, cette idéologie-là permet de faire échapper toute une part du réel à la délibération politique et donc aux citoyens. Et le problème, c'est que l'Union européenne est, on va dire, un des postes avancés du néolibéralisme, ou en tout cas l'est devenu au début des années 80, à travers différentes décisions, différents choix, notamment grâce aux Français. C'est d'ailleurs ça, c'est un petit peu le problème, c'est que ce sont les grands champions de la transformation du projet européen. Je pense évidemment à Jacques Delors et à tous ceux qui étaient dans cette mouvance-là, qui ont notamment mis en place l'acte unique européen en 1986, qui fait changer l'Union européenne de nature. C'est-à-dire que c'était un marché commun avec ce concept de préférence communautaire qui était à la base de l'Union, c'est-à-dire en gros, on se renforce, je te vends mes excédents, tu me vends les tiens, et tout le monde est content. Et on transforme ça en marché unique, ouvert à tous les vents de la globalisation. Pourquoi ? Parce que justement, les gens qui ont fait cela étaient pétris de ces dogmes, c'est-à-dire celui du libre-échange, celui de la bonne gouvernance qui nécessite de limiter les déficits publics à 3% du PIB. 3%, on ne sait pas pourquoi, c'est totalement arbitraire, mais c'est comme ça, sans prendre en compte d'ailleurs la différence entre un déficit qui serait un déficit primaire pour payer notamment les dépenses courantes, et un déficit qui viendrait en fait mettre en place un investissement pour l'avenir. Or, c'est pas du tout la même chose. Bon, tout ça est mêlé, 3% terminé. Donc, tout cela s'est imposé et a fait des dégâts absolument monstrueux, notamment en France, mais aussi dans d'autres pays européens, puisqu'il a fallu
évidemment artificiellement gonfler la monnaie pour créer cette parité qui permettait de créer l'euro. Donc aujourd'hui, les économistes estiment que l'euro est sous-évalué de 9%, si je ne me trompe, pour les Allemands, et surévalué de 15% pour les Français. Je ne parle pas des Italiens, des Grecs, des Espagnols. Donc vous avez là, comment dire, une absurdité économique, mais qui est l'aboutissement de tout cela, avec mise en place de différentes instances, donc pas seulement l'Union européenne, mais toutes des instances qui vont petit à petit forcer les États-nations à se conformer à cette idéologie. Par exemple, l'OMC. Quand l'OMC accepte la Chine, alors que la Chine ne remplit aucun critère, et on ne va surtout pas vérifier que la Chine mettra en place ces critères, eh bien, on se fout de savoir quel va être le résultat. Je donne un exemple. L'entrée de la Chine dans l'OMC permet la suppression des tarifs douaniers de l'Union européenne sur le textile chinois. 3 mois après la fin des tarifs douaniers sur le textile chinois, les importations de pulls chinois en Europe ont augmenté de 450%. En 3 mois, 450%. Donc on a éradiqué l'industrie textile européenne. Voilà. Et vous regardez, il a fallu 2 ans, ça a été nettoyé. Bon, c'est vrai dans des tas d'autres domaines. Donc c'est une façon d'imposer un système que les peuples n'ont pas voulu, qui permet à certains de s'enrichir, puisque cette division mondiale du travail crée des flux et crée évidemment un enrichissement, puisque ça permet d'avoir une main-d'œuvre moins chère. Donc on contourne les protections mises en place après la Seconde Guerre mondiale, on contourne 200 ans de conquête sociale, et ça permet donc à des multinationales déterritorialisées de s'enrichir. Et ensuite, par la libre circulation des flux de capitaux, de mettre de l'argent dans des paradis fiscaux. C'est ça que ça permet. Donc le résultat, il est tout simplement la désertification des territoires en France, la désindustrialisation, le désespoir pour certaines classes sociales, voilà. C'est tout ça le résultat. Et ça, jamais ça n'a été accepté, demandé par les citoyens. On ne leur a jamais demandé leur avis. Alors, c'est un grand paradoxe ce que sont en train de devenir, non seulement Internet, mais les réseaux sociaux. C'est une promesse fabuleuse, Internet. C'est une promesse d'accès au savoir, c'est une promesse de contre-agora, parce que, en effet, les lieux de débat démocratique ont été petit à petit captés par l'idéologie dominante. Et on le voit avec les médias se sont coupés des citoyens. Encore une fois, le référendum sur le traité constitutionnel est un moment clé dans cette histoire du divorce entre les médias traditionnels et les citoyens. Quand vous avez 90-95% des médias qui font campagne pour le oui, c'est-à-dire c'est pas seulement qu'ils sont pour le oui, ils font campagne en expliquant aux gens que s'ils votent non, ils sont racistes, xénophobes, réactionnaires, fascistes, etc. Et que vous avez 55% des gens qui votent quand même non, le décalage est énorme. Et d'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là qu'on voit naître une forme de contre-culture sur le net, et l'émergence d'une figure comme Étienne Chouard vient de là. C'est à ce moment-là qu'il surgit, parce que sur Internet, il met en ligne des analyses de ce traité, des analyses que beaucoup de gens ont partagées et ont lues. Et moi j'ai vu dans le domaine de l'éducation exactement la même chose, un petit peu avant d'ailleurs, c'était en 2001, quand s'est créée une association de professeurs qui s'appelait Sauver les lettres, et qui ont été les premiers à alerter sur la destruction de l'école républicaine, et alors que les médias officiels expliquaient qu'il n'y avait aucun problème, et que c'était pas vrai, tout ça. Et ça, c'était permis grâce à Internet, et aussi grâce au relatif anonymat que, par exemple, les professeurs pouvaient avoir sur Internet, alors qu'ils auraient eu peur de s'exprimer dans des médias traditionnels où évidemment leur hiérarchie aurait pu les sanctionner. Donc il y avait une forme de liberté, et cette dimension-là est absolument essentielle. Tout le problème vient du fait que les réseaux sociaux, notamment grâce au pseudonymat, constituent une agora qui est une agora qui ne fonctionne pas comme une véritable démocratie, pour 2 raisons.
D'abord parce que l'agora, c'est l'espace public. Or là, c'est pas un espace public, c'est un espace privé. C'est-à-dire que quand Twitter coupe le robinet à Donald Trump, on peut trouver que, oh là là, c'est très bien parce que c'est un méchant Donald Trump, d'accord, ça pose un léger problème démocratique. C'est-à-dire que empêcher l'accès à l'espace public de quelqu'un qui, en l'occurrence, a été pendant 4 ans président des États-Unis, quel que soit ce qu'on pense de son discours, c'est extrêmement dangereux. Et deuxième point qui pose problème, c'est le fait que dans l'espace public, dehors, dans la rue, sauf en période de pandémie bien sûr, vous n'avancez pas masqué. C'est-à-dire que pourquoi, pour l'ordre public, vous devez montrer votre visage? Parce que vous devez pouvoir répondre de vos actes. Vous êtes responsable. Un citoyen est autonome et responsable. Or, sur les réseaux sociaux, le système du pseudonymat fait que vous n'êtes pas responsable. Alors bien sûr, on peut mettre en place une enquête, c'est extrêmement lourd, pour retrouver la personne, porter plainte, etc. Mais qui le fait quand il se prend des insultes? C'est très rare. Donc la plupart du temps, celui qui est devant son écran peut cracher sa haine, ses pulsions, sa violence. Il sait qu'il est dans l'impunité totale. Il n'aura pas à assumer sous le regard des autres, notamment de ses voisins, de ses amis, les horreurs qu'il a écrites. Et ça, c'est en train de gangréner petit à petit la démocratie. Parce que, justement, nous devons au contraire pouvoir assumer nos paroles et nos actes, et c'est comme ça que nous pouvons débattre à peu près calmement, et donc aboutir à une discussion qui fera émerger le bien commun. Donc en cela, les réseaux sociaux qui auraient pu être quelque chose de formidable, deviennent quelque chose d'assez dangereux. Donc il faut garder la dimension intéressante, mais essayer de trouver une solution pour que chacun puisse exercer son rôle de citoyen sans cette espèce de fantasme de toute puissance du vengeur masqué qui visiblement trotte dans la tête de pas mal de gens quand ils sont devant Twitter ou Facebook. Alors, c'est tout le paradoxe. Quand Régis Debray écrit son texte magnifique « Êtes-vous démocrate ou républicain ?», il veut montrer que la République est un système qui est différent des démocraties libérales à l'anglo-saxonne, en ce sens qu'elle est moins libérale, justement parce qu'elle pense l'articulation entre l'intérêt individuel et le bien commun différemment. En gros, et c'est d'ailleurs tout le fondement de la laïcité, la République pense un espace public neutre dans lequel nous sommes là en tant qu'individus uniquement, en tant que citoyens, nous mettons en avant ce qui nous rassemble et pas forcément nos différences. L'idée c'est qu'on ne vient pas avec ces différences en bandoulière en disant je ne suis pas comme toi, etc., mais que nous débattons ensemble. Alors que les démocraties libérales pensent en fait que le libre jeu des individus, des communautés, va aboutir au bien commun, du moment que l'État garantit ce libre jeu et ne s'implique pas trop. C'est pas du tout la même conception des choses. À ceci près que les démocraties libérales sont de moins en moins libérales au sens politique du terme, et de plus en plus néolibérales. Et que donc elles sont de moins en moins démocratiques, puisque, je l'ai expliqué, le néolibéralisme contourne la démocratie. Et en ce sens, je pense que nous aboutissons à ce paradoxe que la République est un moyen de mettre en œuvre la démocratie, sans doute aujourd'hui plus efficace que les démocraties libérales. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas choisir entre démocrates et républicains. Dans l'état actuel des choses, être républicain, c'est concourir à renforcer la démocratie. C'est-à-dire que je pense que la véritable démocratie doit absolument se fonder sur cet idéal républicain qui ne reconnaît que des individus libres. L'émancipation des individus, c'est un projet absolument splendide. Première chose, la souveraineté du peuple. Le peuple souverain, c'est un oxymore absolument magnifique, inventé par la Révolution française. C'est-à-dire, la notion de souveraineté, elle existe. En gros, elle émerge vers le XVIe siècle. On se met à penser la souveraineté des nations, mais il n'y a pas encore cette idée que c'est le peuple qui est souverain. Donc, avec la Révolution française,
c'est la souveraineté du peuple qui est le cœur disons, de l'organisation politique. Mais il n'y a pas de souveraineté du peuple si la nation n'est pas souveraine. Et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve notamment chez De Gaulle, c'est cette idée que la souveraineté nationale est un élément essentiel et se confond avec la démocratie. Parce que si vous avez une nation entravée, alors la volonté du peuple ne peut pas s'exprimer. Et je précise une chose, quand on parle de la volonté du peuple, c'est pas le peuple comme une entité mythifiée, unifiée, etc. C'est pas du tout ça. C'est le peuple en tant que communauté nationale, c'est-à-dire assemblée de citoyens, tous différents, avec des avis différents, et c'est le débat, c'est la discussion qui va permettre de faire émerger le fait majoritaire. On n'est pas en train de croire qu'un peuple doit se fondre dans une volonté unique. C'est pas ça du tout. Donc, il n'y a pas de souveraineté du peuple sans souveraineté de la nation. Ça implique différentes choses. Et d'ailleurs, on vient de voir ressurgir cette question-là de façon très intéressante avec la crise du coronavirus. C'est-à-dire, c'est l'avantage d'une crise aussi profonde, c'est qu'elle révèle toutes les fragilités, toutes les faiblesses. Et on a des gouvernants qui viennent de s'apercevoir qu'en cas de crise, quand on n'est pas capable de construire ses propres armes, que ce soit des vraies armes, que ce soit des masques, des tests, des respirateurs, on dépend des autres. Et quand on dépend des autres, on peut vouloir n'importe quoi, on peut décider n'importe quoi, on ne peut pas agir. Voilà. Et on a des gouvernants qui se sont aperçus que, en gros, ils étaient pilotes dans leur avion, puis ils bougent le manche, mais il ne se passe rien. Parce que quand on a désindustrialisé pendant 30 ans, vous pouvez appuyer sur tous les boutons, ça ne marche plus. Donc, la souveraineté, ça nécessite d'avoir les instruments de sa propre souveraineté. Donc, d'avoir construit une indépendance dans les domaines les plus essentiels. J'ajoute une chose, souveraineté populaire, souveraineté de la nation et souveraineté des individus. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir de souveraineté du peuple si les individus ne sont pas émancipés, s'ils n'ont pas les moyens d'exercer leur libre arbitre. D'où, notamment, le triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité. C'est-à-dire la fraternité qui nous unit et qui, en fait, emmène la nation vers l'universel, la liberté, c'est-à-dire l'émancipation, pas la liberté, je fais ce que je veux, l'émancipation des individus comme processus, mais qui ne peut pas avoir lieu sans l'égalité, c'est-à-dire que quand vous avez des inégalités trop fortes, vous avez des individus qui ne peuvent pas être libres. Donc c'est tout ça, c'est ça que signifie le triptyque républicain. Et du coup, vous avez besoin des instruments de votre liberté, et c'est là où l'Union européenne aurait dû être quelque chose d'intéressant et devient un piège. C'est-à-dire que si l'Union européenne consiste à se dire, dans un monde où vous avez des empires qui exercent des pressions immenses, il faut s'assembler pour atteindre une taille critique, ok, mais c'est pas ça qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte, justement, de détruire tous les instruments de la puissance. On a fait en sorte que l'Union européenne ne puisse pas se penser comme une puissance politique. Et donc, elle n'a pas les moyens et elle n'a pas l'envie de garantir la liberté des citoyens européens, des citoyens des pays européens, pour être précise, sur différents éléments essentiels, le numérique, l'Europe est aux fraises, l'énergie. On voit notamment les débats sur Nord Stream 2 et la façon dont la France a une politique totalement erratique là-dessus. On ne sait pas très bien si on a décidé de se ranger derrière les Américains ou pas. Sur l'alimentation, qui en Europe pense la souveraineté alimentaire des pays européens? Personne. Et la France détruit l'équivalent d'un département en 15 ans de terres arables. C'est hallucinant. Et vous avez évidemment nécessité d'une souveraineté militaire. Or, on voit très bien comment les pays européens ne sont pas d'accord entre eux et une bonne part considère qu'être sous le parapluie américain, ça suffit. Et souveraineté monétaire. Or, l'euro n'a pas été pensé comme une monnaie, une monnaie véritablement internationale qui permette de faire des transactions pour contrer le dollar. Donc on se retrouve de toute façon pieds et poings liés parce que toutes les transactions se font en dollars et que les États-Unis exercent leurs droits de façon extraterritoriale. Donc
l'Union européenne ne sert pas à ce à quoi elle devrait servir pour être utile. En revanche, elle a été pensée comme une machine à détruire les droits sociaux. Et là, le dernier exemple en date, c'est le fait que la Commission européenne a rendu un avis défavorable sur certains plans de relance de pays européens, même l'Allemagne, au motif qu'il y a trop d'investissements et pas assez de réformes de structure. C'est-à-dire que même l'Allemagne se voit reprocher par la Commission d'avoir des retraites un peu trop favorables, un marché du travail pas assez dérégulé. On est chez les fous. Voilà. Donc je pense que tant qu'on continuera comme ça, les citoyens des pays européens, petit à petit, organiseront leur dépendance vis-à-vis des grands empires qui se dessinent, à savoir la Chine, les États-Unis, la Russie. Régis Debray a raison de dire que ce terme national populaire peut être facilement tordu, dévoyé, mais il faut l'assumer. C'est pour ça que moi j'avais écrit ce livre Changer la vie, qui était un dictionnaire de concepts politiques, justement pour les redéfinir. Et je redéfinissais la nation et le peuple. Parce que, évidemment, on a tordu les choses en expliquant que la nation, c'était le national, c'était le nationalisme, et que le nationalisme, c'est la guerre. Et on nous rabâche systématiquement que la guerre de 14, par exemple, c'est le nationalisme qui l'a provoqué, donc le nationalisme, c'est mal. Déjà, il faut préciser que la guerre de 14 n'a pas été provoquée par le choc des nationalismes, mais par le choc des impérialismes. Et en particulier, l'impérialisme qui était installé, qui était l'impérialisme britannique, face à un impérialisme montant qui était l'impérialisme allemand. C'est ça la cause de la guerre de 14. Mais cette façon de tordre le concept de nation pour le rendre illégitime est quelque chose d'extrêmement dangereux, parce que la nation, c'est un concept, notamment dans la version française, qui est justement un concept politique. C'est pas un concept, c'est pas ethnique la nation, c'est pas linguistique, c'est pas religieux, c'est politique. C'est une assemblée de gens, c'est la fameuse définition de Renan, c'est le plébiscite de chaque jour, appuyé sur, et c'est ce qu'explique Renan et qu'on oublie toujours, sur un legs de souvenirs communs. Donc c'est le fait d'un peuple qui se pense comme ayant des choses à partager. Et de même, dans mon livre Changer la vie, je redéfinissais le concept de peuple, parce que là aussi, il est piégeux. C'est-à-dire que quand vous prononcez le mot peuple, soit on vous accuse de faire du populisme, c'est-à-dire cette idée qu'il y aurait un peuple unifié contre un ennemi commun qui serait les élites qui ont confisqué le pouvoir, et donc il faudrait la lutte du peuple seul et unique contre les élites jamais définies. Ça, c'est le véritable populisme. Donc on vous accuse de faire ça, ou alors de penser un peuple, pareil, qui serait ethniquement unifié et donc qui serait xénophobe. Voilà. Donc vous êtes en proie à toutes les accusations. Or, le peuple, encore une fois, c'est une prophétie autoréalisatrice dans le sens où ce sont des êtres humains qui se sentent appartenir à cette communauté historique et culturelle qui forme un peuple. Il n'y a rien d'agressif, de xénophobe ou de fermé dans cette conception-là. Donc, quand Régis Debray parle de national populaire, c'est bien cette notion qu'il veut mettre en avant, cette idée, en effet, de défendre la nation comme cadre de la démocratie, parce que pour l'instant, de fait, peut-être que ça changera un jour, peut-être qu'un jour, l'Union européenne sera le cadre, et que l'Europe sera le cadre de la démocratie. C'est pas le cas pour l'instant. Pour l'instant, la démocratie, elle se joue à l'échelle des États-nations. Et on ne sait pas faire autrement. Et donc, c'est le peuple assemblé en tant que communauté nationale. Alors, simplement, si on veut déjouer les accusations qui ne manquent pas de naître, il faut tout simplement rappeler qu'on est démocrate, c'est tout. Moi, je suis pour la souveraineté parce que je suis démocrate. Je suis national-populaire parce que je suis démocrate. Je suis pour la démocratie, c'est-à-dire le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Des citoyens autonomes, responsables, qui utilisent leur libre arbitre pour décider de leur destin. Voilà. Donc, ceux qui ne défendent pas ça, moi ça ne me dérange pas.
Ça me dérange pas du tout qu'on soit pas démocrate, qu'on considère que les pauvres votent mal, que les gens non diplômés votent mal, qu'il faudrait instaurer une sorte de suffrage censitaire sur les diplômes, comme on a vu, enfin tout le concours Lépine des aberrations qui sont sorties au moment du Brexit, au moment de l'élection de Trump et tout. Ça me dérange pas du moment qu'on assume qu'on n'est pas démocrate. Mais moi en tout cas je le suis parce que je crois en effet que on n'a pas fait mieux.